Bonjour à toutes et à tous. Donc, cette 10e conférence de l'Association française de l'accompagnement professionnel personnalisé a été placée sous un intitulé que je vous rappelle maintenant et que Gaston Pinault a réinterprété. Donc, l'intitulé qui est affiché sur le flyer, c'est « Autoformation et accompagnement entre autonomie et hétéronomie ». Et c'est un titre qui avait été débattu en bureau, débattu au sein de l'association. Un titre que nous trouvions un petit peu jargonneux, parce qu'il y a quand même une terminologie dans ce titre qui est particulière, hein, qui appartient à un champ, etc. Et on se disait hier soir en dînant avec Gaston Pinault que malgré le caractère un petit peu savant du titre, vous étiez là, et je pense que si vous êtes là, ça témoigne aussi de votre intérêt pour une réflexion approfondie menée ce matin par Gaston Pinault sur les problématiques liées à l'accompagnement. Donc c'est un titre qui véhicule un double questionnement. Comment accompagner l'autre sans l'aliéner, sans être donc du côté de l'hétéronomie, et puis qu'est-ce qu'un processus d'auto-formation qui s'instaure dans la relation à l'autre et dans la relation avec les autres. Et évidemment, Gaston a ajouté donc vers un ingénieur de la reliance, et je pense qu'avec reliance, on est bien évidemment invité à réfléchir à ces questions-là de la relation. Alors, c'est un questionnement central dans l'œuvre que va nous présenter ce matin notre invité, Gaston Pinault. Je suis très heureuse, Gaston, de te présenter à nos amis adhérents de la FAP, et cela, mon contentement est lié à plusieurs raisons. Alors, tout d'abord parce que ton travail sur auto-formation, histoire de vie et accompagnement est présent depuis le début dans les ancrages théoriques, philosophiques et éthiques qui nous animent et qui ont animé la naissance de la FAP il y a maintenant 4 ans. Projet qui nous a conduit à inviter dès le séminaire fondateur de janvier 2010 Maëla Paul, puis Christine Delory-Montberger et Philippe Missotte également dans ce cheminement depuis 4 ans. Pour les non-adhérents, je fais une parenthèse publicitaire. Tous les séminaires de la FAP sont sur le site de la FAP, accessibles en vidéo aux adhérents. Alors, deuxième raison de mon contentement, évidemment, parce que notre utilisation des démarches biographiques dans le cadre de nos pratiques d'accompagnement est liée aux travaux que tu as développés au Québec, et puis, tu nous en reparleras, et puis évidemment à Tours, et dans les réseaux associatifs hexagonaux et internationaux que tu as développés. Troisième raison, parce que tu n'es pas un fétichiste des outils de l'accompagnement et tu n'es pas non plus un homme de chapelle. C'est un point majeur à nos yeux, en ces temps où le marché de la formation continue, le domaine de l'accompagnement sont envahis par les outils et les chapelles. Des outils totalement souvent ahistoriques, débarrassés donc de leur histoire, débarrassés des contextes dans lesquels ils ont été créés, débarrassés, je dirais, de la subjectivité ou de l'intersubjectivité dans lesquels ces outils ont été créés, dans des séminaires, des conférences, des débats, des ateliers, bref, dans le frottement des sujets, chercheurs, praticiens, débarrassés souvent des insuffisances aussi qui les caractérisent en tant que techniques. Donc à l'opposé de cette tendance, tes travaux, Gaston, montrent combien l'approche par l'histoire de vie contribue elle-même à faire avancer l'histoire de la formation des adultes et l'histoire de l'accompagnement. Vers donc une avancée vers de nécessaires décloisonnements entre les savoirs savants, professionnels et expérientiels. Et puis l'histoire aussi que tu fais avancer, cette avancée, c'est vers l'accès de tous à une possibilité d'émancipation. Donc là, j'insiste beaucoup sur ce point. On en parlait en prenant un café ce matin avec Laure et Denis. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, dans le champ de l'accompagnement, il est important que l'ensemble des professionnels se positionnent pour ou contre l'émancipation des sujets qu'ils accompagnent. Alors, quatrième raison de
de cette satisfaction que j'éprouve à ce que tu sois là, c'est parce que tu es un acteur social complet, à la fois attentif à démultiplier les énergies de tes étudiants, de tes doctorants, de tes collaborateurs, à travers la création de liens entre structures, entre des structures souples que tu as créées à l'université François Rabelais de Tours, mais aussi avec des réseaux puissants, réseaux associatifs, groupes informels, groupes de recherche sur l'auto-formation et d'autres. Et tu dis cela d'une manière que je trouve très intéressante, et je vais te citer. Dans un de tes écrits, tu dis « L'axe central autour duquel tournent mes recherches en les catalysant concerne les théories de la formation. Progressivement, par une série de conférences, de colloques et de groupes de recherche, s'est construite une théorie de la formation en 2 temps, 3 mouvements. 2 temps expérientiels et formels, et 3 mouvements, subjectivation, socialisation, écologisation. Et tu continues, cette théorie a 3 pôles, personnel, social et matériel, et tu ajoutes, pour l'exploration de chacun de ces pôles, un groupe de recherche a été créé. Le GRAPH pour le pôle auto-formation, donc groupe de recherche sur l'auto-formation, le GREC pour le pôle écologie et le GRAC pour le pôle accompagnement. Et ça, je trouve que ça reflète bien ton travail d'acteur social qui crée des structures, des dispositifs de recherche, action, formation, associés aussi à une théorisation et à la création de liens permanents entre théorie et praxis. Voilà, je crois que c'est ça aussi que nous faisons à la FAP, en nouant des partenariats avec d'autres structures pour démultiplier les énergies et les réseaux, plutôt que de s'affronter seul à des institutions souvent lentes, sourdes et aveugles. C'est d'ailleurs comme cela, Gaston, que nous nous sommes connus et que notre compagnonnage a commencé. Entre dynamique de la recherche universitaire, portée par le département des sciences de l'éducation et de la formation des adultes de Tours et le laboratoire que tu as créé, et les dynamiques associatives, Association internationale pour les histoires de vie en formation, ACIVIF, et IVIGO, Histoire de vie Grand Ouest, dont tu as été co-constructeur, membre fondateur et dont j'ai été militante active jusqu'à aujourd'hui. On s'est connus donc dans les rapports féconds que tu as su nourrir entre structure et réseau. Avant de te laisser la parole, il me faut rappeler quelques évidences. Au cas où certains d'entre vous ne sauraient pas pourquoi ils sont là, donc c'est vraiment des évidences, mais je les rappelle quand même. Donc, si tu es reconnu comme celui à qui l'on doit l'introduction des histoires de vie dans le champ de la formation des adultes, il faut souligner que cet intérêt pour les histoires de vie prend sa source dans l'étude des processus d'auto-formation, donc qui est au cœur de ta conférence, que cet intérêt est lié à une expérience que tu as faite au cours de l'été 1976, où tu as été interviewé, je crois que c'était par quelqu'un de l'AFPA, oui, et donc on a ici Nadine Belvidal, qui est de l'AFPA aussi. Donc tu as été interviewé sur ton parcours de formation par une journaliste de l'AFPA, et tu trouves là, dans ce dispositif de l'entretien, de quoi t'interroger sur ton propre processus d'auto-formation. L'approche biographique va alors constituer à tes yeux une démarche privilégiée pour saisir et comprendre ce que tu avais dans un premier temps appréhendé de façon intuitive, dialogique, dans cette interaction. Dans l'ouvrage paru en 1983 et que Jean Ferreux nous a fait le plaisir non seulement de republier, mais d'apporter dans sa valise, donc produire sa vie, auto-formation et autobiographie avec une introduction originale des auteurs Gaston Pinault, Marie Michel et une préface de Christine Delory-Montberger, donc réédité par Jean chez Terraèdre. Donc dans cet ouvrage, tu vas déployer le modèle dialogique de co-investissement dialectique. Et je pense que cette terminologie est là aussi pour nous inviter à réfléchir sur ce que sont ces espaces intermédiaires que l'on appelle les espaces de l'accompagnement. Donc,
c'est ce dispositif que tu conceptualiseras quelques années après, où tu écris en 1992, le locuteur est immergé dans sa vie, l'interlocuteur ne l'est pas et est vu comme l'autre extérieur, ouvrant un espace d'expression et de compréhension. Dans le modèle dialectique, l'espace est occupé par un déplacement réciproque qui cherche le point de vision optimum permettant au locuteur de se distancier de sa vie en s'approchant des systèmes de compréhension et à l'interlocuteur de s'approcher suffisamment de cette vie en sortant de ses cadres conceptuels. Voilà, donc je m'arrêterai là évidemment parce que c'est à toi maintenant de nous amener, de nous inviter dans ta pensée. Donc merci à toi.